Mesdames et messieurs, chers collègues, la conférence d'aujourd'hui porte sur la formation du temps social, c'est-à-dire l'établissement d'un régime temporel qui intègre plusieurs générateurs de rythme. Premièrement, les rythmes naturels donnés par les conditions physiques de la planète. Deuxièmement, les rythmes biologiques, en particulier ceux de l'homme, mais aussi un peu ceux des animaux qu'il a domestiqués. Et troisièmement, les pratiques communautaires telles que le culte religieux ou l'ordre juridique. Avant de commencer, je voudrais bien vous mentionner qu'il y a un handout pour un texte qui va être au centre de notre communication aujourd'hui pour mieux suivre le français allemand, très allemand. Alors, cette intégration de ces trois régimes temporels est un pas énorme et probablement, comme le dit l'historien et sociologue Norbert Elias, la plus grande synthèse que l'humanité ait jamais réalisée. Aujourd'hui, il nous semble banal de nous retrouver à 17 heures au Collège de France. C'est surtout une question de gestion individuelle du temps et bien sûr de gestion du temps de la RATP ou de la SNCF. Mais mettre en place une horloge temporelle acceptée en principe par tous les membres de la société, c'est une énorme réussite et en même temps un défi constant. Prenez par exemple le débat sur l'abolition de l'heure d'été et de l'heure d'hiver dans l'Union européenne. D'autre part, pensez aux conclusions de la chronobiologie et de la neurophysiologie concernant l'horloge interne de l'être humain, qui est aussi individuelle que son empreinte digitale et ne peut pas être modifiée sans désavantage majeur. Donc, cette voie de synthèse, cette lutte pour une structure temporelle commune, est évoquée à plusieurs endroits dans l'épopée de Gilgamesh. Et à mon avis, un épisode rapporté dans la 11e tablette est particulièrement impressionnant. Utanapishti a raconté à Gilgamesh l'histoire du grand déluge, comment il a été enlevé sur cette île et son épouse avec elle. Et puis, quelque chose de très inattendu s'est produit. Utanapishti demande à Gilgamesh de ne pas dormir pendant 6 jours et 7 nuits. Qu'est-ce que cela signifie? Examinons la scène de plus près, aux lignes 2008 jusqu'à ligne 2045, et nous lisons les textes suivants. Mais maintenant à toi, dit Utnapishtim, qui pourrait conduire les dieux au rassemblement pour toi, que toi aussi tu trouverais la vie que tu cherches tant. Debout, laisse dormir 6 jours et 7 nuits. Dès qu'il s'accroupit sur ses jambes, Gilgamesh, le sommeil le couvre comme une brume. Utnapishti dit à elle, à son épouse, « Regardez les garçons qui aspiraient à la vie. Le sommeil le couvrait comme une brume. » Son épouse lui dit à Utnapishti, celui qui est loin, « Touche-le que l'homme se réveille. Sur le chemin qu'il a parcouru, il rentrera chez lui en paix. Par la porte de la ville d'où il est venu, il retournera chez lui dans son pays. » Utanapishti lui dit à elle, à son épouse, « L'humanité est fallacieuse. Gilgamesh te trompera. Allez, faites-lui cuire son pain quotidien
est aligné le près de sa tête et marque sur le mur les jours où il se dort. Elle, donc l'épouse de Utnapishtim, lui fit donc cuire ses pains quotidiens, les aligna près de sa tête et marqua sur les murs les jours où il dormait. Son premier pain était tout sec, le deuxième était coriace. Détrempé le troisième, le quatrième gâteau de farine était devenu blanc, le cinquième avait coulé un moule de gris, fraîchement cuite était la sixième, et le septième encore sur les cendres. Puis il, Utnapishtim, a touché Gilgamesh, et l'homme s'est réveillé. Gilgamesh lui dit à Utnapishtim, celui qui est loin, « Au moment même où le sommeil s'est abattu sur moi, tu m'as touché et tu m'as réveillé. » Lui dit Utnapishtim à Gilgamesh, « Gilgamesh, viens ici, à moi et compte tes pains, afin que toi aussi tu puisses connaître les jours où tu as dormi. Ton premier pain est tout sec, le deuxième est coriace, le troisième est moite, une quatrième pâte commence déjà à devenir blanche, la cinquième commence à devenir grise, la sixième est encore fraîchement cuite. Quand la septième était dans les cendres, je t'ai touché. » Et Gilgamesh dit à Utnapishtim, celui qui est loin, « Que dois-je faire, Utnapishtim? Où dois-je aller? Ma chair, le voleur l'a saisie, la mort vit dans ma chambre à coucher, et où que j'aille, la mort est déjà là. » Donc, c'est un passage très long, mais je crois que ça vaut la peine d'y penser un peu plus. Dans ce récit, c'est un tournant décisif. Gilgamesh ne réussit pas l'épreuve, le sommeil l'a terrassé, il ne peut aller contre sa nature. Et cette nature qu'il reconnaît, Gilgamesh en désespoir, signifie aussi la mortalité. Ça, c'est certainement aussi la première interprétation de ce passage. Donc, c'est un signe pour la mortalité qui ne peut pas être changé. Pour notre question sur l'établissement d'un régime temporel artificiel, un autre point de vue s'impose toutefois. La connexion des rythmes naturels, jour et nuit, avec les rythmes biologiques, le sommeil, ici une période de sommeil anormalement longue, et l'invention de la représentation symbolique du temps. Même l'approche en tant qu'elle est très intéressante, le sommeil comme simulation de l'intemporalité. Cela nous semble assez moderne. Des recherches dans la chronobiologie ont montré que la notion de temps chez l'homme est en fait éteinte pendant le sommeil. Gilgamesh écouait à ce test le premier signe que l'intemporalité n'est pas pour lui. Il plutôt est un besoin biologique qui façonne les rythmes d'être humain, les besoins de dormir. Et petite remarque c'est aussi le premier retour à la civilisation pour Gilgamesh. Nous reviendrons sur ce processus de civilisation dans la troisième conférence, mais déjà ici, avec le mode de dormir, c'est un pas vers la civilisation qui va retrouver. Donc, ces deux aspects, le sommeil comme expérience de l'intemporalité et le sommeil comme horloge biologique, forment les deux faces d'une même pièce. Mais le passage en question ici a une deuxième série de thèmes. Les changements en tant qu'indicateur du passage du temps et l'invention d'une technique pour mesurer cet aspect. Vous vous souvenez des paroles de Utnapishtim, l'homme est fallacieux, car en effet, Gilgamesh refuse de croire qu'il a dormi si longtemps. C'est une idée presque brillante
que de dépeindre le passage du temps à travers la décomposition du pain. Nous avons mentionné plus tôt de la période de sommeil excessive, 6 jours et 7 nuits. Pourquoi ces nombres? Tout d'abord, cette formule rappelle une autre scène, l'épisode de la 10e tablette dans lequel Gilgamesh pleure la mort de son ami Enkidu et s'écrit là pendant 6 jours et 7 nuits, j'ai pleuré sur lui. En la répétant 3 fois dans la 10e tablette, aux lignes 58, 135 et 235, cette phrase « 6 jours et 7 nuits » s'inscrit profondément dans la mémoire de l'auditeur ou du lecteur. Si profondément qu'il faut naturellement penser aussi à une valeur symbolique. Puis, déjà beaucoup plus proche de l'épisode décrit ici, cette formule apparaît à nouveau dans les rapports de Utnapishtim sur le grand déluge, dans la tablette 11. Pendant 6 jours et 7 nuits, le vent et le temps, les tempêtes et les eaux se manifestent. Mais quand le 7e jour s'est levé, lorsque la tempête a commencé à s'alléger, le déluge a pris fin. C'est terminé. On a beaucoup discuté pour savoir si ce lieu est l'un de ces rares témoignages de la sous-unité artificielle de la semaine à 7 jours. Je ne vais pas entrer ici dans les détails de ce débat, mais plutôt revenir sur ce qui compte ici. Vous avez remarqué que 6 pains avaient déjà été faits, mais que le 7e était encore sur les cendres brûlantes. Le sommeil de Gilgamesh commence le soir et il est réveillé à l'aube du 7e matin. Il est très typique du texte qu'il attire l'attention sur la très petite question du déroulement du régime temporel. Les matins, c'est-à-dire le jour clair, l'umu en akkadien, commence par la cuisson du pain. Et ça nous conduit à l'unité qui s'observe le plus directement et qui structure les rythmes socio-biologiques, la clarté et l'obscurité, le jour et la nuit, ou, comme on l'appelait en allemand, d'après le grec Nüchthemeron, du mot grec nux, ça veut dire la nuit, et du mot hémeron, le jour. Donc, la séquence de ces deux mots dans cette expression Nüchthemeron nous apprend déjà d'une différence fondamentale entre l'Antiquité et notre compréhension moderne du temps. C'est le soir qui marque le début de cette unité, pas le matin. Les jours et la nuit sont donc les deux rythmes naturels, mais comme ils sont si semblables, il faut les distinguer l'un de l'autre. Et cette distinction est symbolisée par le pain comme changement. Encore une fois, parce que je trouve ce poids fondamental, le texte nous apporte avec cette image un point de vue philosophique assez central, quasi en passant. Il faut être conscient du changement pour pouvoir être conscient du temps. Maintenant, les processus naturels du changement, cette première perspective du passage du temps, se combinent ici avec une seconde, le principe du calcul. Chaque pain représente un jour. Pour l'assyriologue, il existe ici des liens très clairs avec les débuts de l'écriture. Je vous présente ici, juste pour vous les rappeler, certains de ces petits objets en pierre ou en argile, appelés tokens ou calculi. En tant que petites représentations tridimensionnelles d'objets, elles sont plus que de simples images à échelle réduite. Elles marquent l'étape de la représentation symbolique en tant que telle. En d'autres termes,
l'épisode que nous regardons ici dans l'épopée de Gilgamesh, nous parle du premier moment de l'invention de l'écriture. Et en plus de cela, une troisième technique apparaît dans ces passages, la représentation des unités numériques par des marques sur les murs. Ainsi, le narrateur fait un pas de plus dans l'histoire de l'écriture, du symbole tridimensionnel à l'abstraction du marque de comptoir. Donc, cette petite histoire du Gilgamesh endormi explique donc l'invention, la création de la quantification du temps, le comptoir du temps, de la mesure du temps dans le cadre des débuts de l'histoire de l'écriture. Moi, je trouve ça formidable. À ce stade, on pourrait réfléchir à la question de savoir dans quelle mesure un auditeur ou un lecteur de l'Antiquité était capable de déchiffrer ces allusions à l'époque. Que savaient les gens des débuts de l'écriture au deuxième ou premier millénaire avant notre ère? Donc, permettez-moi de faire un petit détour à ce sujet. Ils en savaient probablement beaucoup, en partie certainement de manière spéculative, mais néanmoins, au moins dans les cercles d'érudites, on connaissait les textes des anciennes écritures. Par exemple, voyez ici une liste de signes qui place les signes néo-assyriens du premier millénaire à côté des signes qui semblent beaucoup plus anciens. Alors, voilà des signes du premier millénaire à côté d'un groupe de signes qui semblent être pictographiques ou iconiques ou demi-demi de cette chose. En plus, ces signes contiennent des caractères pictographiques sculptés avec un stylet pointu et le scribe a utilisé un stylet au bout émoussé pour créer ces impressions rondes que l'on trouve sur des très vieilles tablettes à comptoir. Donc, voilà ces impressions bout et ça c'est vraiment gratté dans la tablette. Au cours de leur formation, les scribes, ou plutôt les érudits, les philologues, les futurs philologues, ont également étudié ce que nous appelons aujourd'hui la paléographie. Donc, il y a une idée des premiers stades des niveaux de l'écriture, des débuts. En plus, le roi assyrien Assurbanipal, par exemple, est écrit comme quelqu'un qui sait lire les écrits de l'époque avant le grand déluge. Nous rappelons l'introduction de l'épopée de Gilgamesh, où il est dit à la ligne 8 de la première tablette, je cite, « Il a vu les mystères et a tout dissimulé ce qui était caché. Il a ramené des nouvelles de la période avant le déluge. Il a fait un long chemin pour arriver fatigué, mais enfin apaisé. » Fin de la citation. Il y avait donc des gens qui avaient de telles connaissances et qui pouvaient déchiffrer ces métaniveaux de l'épisode de Gilgamesh comme une allusion à la première phase de la création, de l'invention de l'écriture. Alors que pour nous, bien sûr, un paradoxe temporel découle de la déclaration d'Assurbanipal sur les textes de l'époque précédant le déluge, parce que la situation de Utnapishtim est beaucoup plus proche de ce que nous appelons la vraie histoire. Car en effet, Uruk, la ville de Gilgamesh, est étroitement liée à l'invention de l'écriture, comme j'ai déjà dit dans la première communication. Et le souvenir de cela, à son tour, suit immédiatement les lignes qu'il y a jusqu'à un moment mentionnées. Il a ramené des nouvelles de la période avant le déluge, il a fait un long chemin pour arriver fatigué mais enfin apaisé, et plus, il a engravé sur un monument de pierre
sont tous ces souffrances. Donc, avec Gilgamesh, c'est ces moments symboliques que l'écriture commence à être utilisée à Uruk. Le récit performatif sur l'invention de la mesure du temps et son ancrage dans les débuts de l'histoire de l'écriture trouve sa contrepartie dans le système de signes des débuts de l'écriture. Et cela nous conduit, comme j'ai dit, à Uruk et à Shemdet-Nasr, au monde des textes du début du troisième millénaire. Il traite là de la comptabilité du bétail, des biens mobiliers et de la main-d'œuvre, des superficies des champs, du calcul des semences, des rendements et de la performance du travail. Dans ces constellations, la factorisation du temps joue un rôle décisif dans les calculs prospectifs du stockage, dans les calculs de la durée des missions de travail et du nombre de travailleurs requis, et enfin dans la détermination des besoins d'approvisionnement des personnes travaillant dans les différents domaines de travail. L'utilisation d'une convention chronométrique dans ces premiers témoignages fournit une indication directe d'une systématisation élémentaire de l'expérience du temps, déjà à la fin du 4e millénaire. La base en est constituée par les périodicités que l'on peut ressentir physiquement, à savoir le jour, le mois, avec la lune, et les cours récurrentes de l'année. L'image originale du signe août, c'est le disque solaire qui s'élève brillamment entre les montagnes. La vue du disque solaire entre les montagnes est souvent représentée comme ici sur un sceau sur lequel les dieux du soleil Shamash émergent des montagnes avec une cieux. Shamash joue un rôle secondaire important dans l'épopée de Gilgamesh, où il est constamment sollicité dans sa fonction d'horloge du jour et de la nuit. Et le Shamash qui sort des montagnes, la direction du lever du soleil, c'est-à-dire l'Orient, est finalement l'endroit où Gilgamesh trouve la perspicacité. Les motifs anciens de Lux Oriente Lux, qui on trouve déjà ici. Le signe août fait ainsi référence à ces moments-là et de là, dans un sens métaphorique, sur la face claire, en contraste avec la face sombre de la nuit, qui a comme origine iconographique probablement l'image de la noirceur du nuit qui tombe. Le système chronométrique, cependant, indique déjà l'utilisation plus générale des aoûts comme le nom de Duchthemeron, que j'avais cité, expliqué avant, qui est également courant par la suite. Donc, l'exemple de Utanapishtim, rappelons-le, mettait en jeu comme deuxième élément les pains, comme image parlante de la journée individuelle d'une part du temps qui passe d'autre part. Le pain, les céréales, cet aliment de base, nous conduit à un deuxième signe important des premiers textes, le signe Ninda. Il s'agit tout d'abord de la ration typique de plus ou moins 1 litre d'orge qu'un travailleur adulte recevait comme ration quotidienne. La base de ce signe est un récipient que les archéologues ont appelé un cloche-pot, un Glockentopf, dont des milliers ont été trouvés sur le site des fouilles du 4e millénaire et sur les tablettes elles-mêmes. Voilà. Et c'est la combinaison de ces deux éléments, jour et grain, ration de grains, qui constitue la base du système chronométrique de la Mésopotamie. L'analyse de la structure des signes montre que le signe de la qualité du temps spécifique
à la culture, spécifique à la culture, à savoir la journée du travail, compensée par une ration alimentaire, se compose du signe de base pour la journée et de l'extension par le signe ration céréales. Ça illustrait donc ce lien entre les deux systèmes, et le signe pour le jour fonctionne comme une unité de base à laquelle des caractéristiques numériques supplémentaires sont ajoutées ou inscrites selon l'ordre de qualité en question. Et vous voyez ici, c'est un système assez facile à comprendre, très simple. Hein. C'est le signe d'août et le signe Ninda, et si on arrive à quantifier les jours, on assemble plusieurs jours. À un certain point, c'est le système du nombre 10 qui se met là avec un point, c'est le fin du stylo. Ou, si on veut parler du mois, on inscrit le signe de Ninda dans le signe pour un jour. Et pour l'année, on marque ça avec juste une empreinte du stylo. Donc, en effet, un système, à première vue, assez simple. Mais si on avance un petit peu, ce système devient encore plus compliqué parce que la catégorie du travail ou de la performance devient plus clairement visible. Voilà, c'est un tableau qui a été mis ensemble par Bob Englund la première fois. Et on voit que le signe pour la période un mois ouvrable, 30 jours, est constitué du signe de base pour le jour prolongé par le signe numérique numéro 1, donc c'est les points, et qui à son tour symbolise 30 fois une ration quotidienne. Donc là, on a, au fond du troisième millénaire, on a déjà un système élaboré qui est clairement lié le temps au travail. Si l'on se souvient encore du passage de l'épopée du Gilgamesh, on constate un contraste saisissant. Ici, le roi endormi, se remettant des souffrances, et là, le système de calcul du temps mis en place par Utnapishtim et sa femme, son épouse, qui représente assez essentiellement la base de la société, le travail de la communauté. Dans le même temps, l'épisode du sommeil de Gilgamesh nous ramène à la première tablette. Le motif de jour et nuit court comme un fil rouge à travers le texte. Revenons une fois de plus à la description des conditions de vie dans la ville d'Uruk. Le peuple est mécontent de son roi, il l'opprime et sans répit. Dans la première tablette, la ligne 69, il est dit, et je cite, « De jour comme de nuit, il, Gilgamesh, s'élève en pleine fureur. Gilgamesh, le roi d'un peuple innombrable. » Ce mode de l'incessant, sans pause, est évidemment pris en défaut ici. Une autre description de Gilgamesh un peu plus tard forme un contraste apparent lorsque Enkidu est introduite par la prostituée Shamhat dans la vie des habitants de la ville, c'est-à-dire dans les fondements de la civilisation mésopotamienne. Elle lui décrit également le jeune roi Gilgamesh en disant « La Salilu Sha'ura Umushi, il est celui qui ne se repose ni de jour ni de nuit. » Peut-être y a-t-il plus que la simple description d'un jeune homme hyperactif. Peut-être cache-t-elle l'allusion au fait que Gilgamesh viole aussi de cette façon un ordre donné à l'homme, à la société,
Donc de toute façon, cela se traduit par le contraste entre action et repos. Ici, quelqu'un qui est constamment en mouvement et là, quelqu'un qui dort. On a presque envie de dire ici l'image du stress du temps et là, le moment où le temps semble s'arrêter. Mais seulement en apparence, parce que, comme nous l'avons vu, Utnapishtim nous montre qu'elle ne le fait pas du tout, le temps s'arrêter. Au troisième millénaire, une année standard dans le domaine de l'administration économique de l'État était calculée comme 360 jours répartis sur 12 mois standards de 30 jours. Et en même temps, la durée réelle de l'année solaire, environ 365 jours et un quart, était connue. Cela résulte de la pratique consistante à ajouter un maximum de 5 jours supplémentaires ou plus au-delà de l'année administrative standard, comme a montré Bob Englund. L'état actuel des sources ne permet pas vraiment de savoir si ce système chronométrique est une véritable construction dans le contexte du développement précoce de l'écriture ou si des suggestions d'autres domaines culturels ont pu jouer un rôle à cet égard, par exemple l'Égypte. Ce calendrier standardisé sert, pour autant qu'on puisse le voir, uniquement à la mise en œuvre arithmétique de la relation entre la charge de travail, le temps de travail et la rémunération. Dans le sens d'un ordinateur, il remplit cette tâche de manière idéale. En même temps, elle prouve l'existence d'un concept de temps abstrait, dans un certain sens, et dans un temps objectivable qui vient s'ajouter au temps subjectif qui est arrêté logiquement par l'action. Ce système a évidemment fait ses preuves et restera en usage dans les siècles suivants, comme l'a montré Englund, encore une fois, par exemple par les textes économiques de Lagash ou ceux de la troisième dynastie d'Ur. Dans les traditions textuelles du troisième millénaire, il est également manifesté que ce calendrier civil était essentiellement une quantité virtuelle mathématique. Le cours de la Lune, dont les rythmes sont divisés en petites parties et relativement faciles à observer, est beaucoup plus important pour la vie quotidienne, profane et surtout pour les préoccupations du culte. Ainsi, les étapes distinctes de la course de la Lune, nouvelle Lune, quartier demi-lune et pleine Lune, sont entrées dans la nomenclature et la description du temps par des désignations appropriées. En tant que moment particulièrement sensible selon les idées anciennes, il joue un rôle particulier dans les cérémonies rituelles et magiques, en particulier les rituels de purification. Plusieurs noms des mois renvoient jusqu'à leur tour à des champs d'activité saisonniers, mois de la récolte, mois des semailles, et donc à une connexion des rythmes du calendrier avec les saisons, c'est-à-dire l'année saisonnale. On ne sait pas exactement quand un équilibre entre l'année solaire et l'année lunaire a été trouvé pour la première fois dans les cultures cunéiformes en utilisant des jours ou mois supplémentaires. La plus ancienne preuve évidente à ce jour des tentatives répétées d'adaptation d'un ordre temporel calendrique basé sur les mois lunaires d'un ordre temporel calendrique basé sur les mois lunaires directement à l'année solaire en insérant des mois intercalaires, environ tous les 3 ans, date de la fin du troisième millénaire, comme a montré Walter Sallerberger.
Toutefois, l'existence des mois dits diri, c'est-à-dire les mois intercalaires, dans le domaine du calendrier administratif permet de conclure, au moins indirectement, que des pratiques correspondantes existent également dans le domaine du calendrier du culte. Les données disponibles ne permettent pas de déterminer avec certitude dans quelle mesure cette pratique d'intercalation a suivi un rythme fixe, comme celui connu selon une tradition bien plus tardive sous le nom de cycle de méthode d'Athènes. Au moins jusqu'au deuxième tiers du premier millénaire, le rythme d'intercalation était basé sur l'observation céleste, ou plus précisément sur la comparaison des données de l'ordre calendrier artificiel avec l'horloge naturelle trouvée, c'est-à-dire la Lune, le Soleil et les saisons. La systématisation périodique des rythmes de commutation peut être prouvée avec certitude à partir du XVIe siècle. Cependant, la régulation du temps et l'aménagement des mois intercalaires étaient déjà une tâche du roi au IIIe millénaire, et il en fut ainsi jusqu'à la chute des anciens empires orientaux. Retour à la réalité de la mesure du temps. Diviser la journée en 2 fois 6 heures doubles, Dana, Beru, double heure, c'est-à-dire 2 fois 12 heures, c'est-à-dire 24 heures, est la suite logique de ce système chronométrique inférieur à la taille des Nuchtéméron. Mais que signifie en réalité ces soi-disant double heures? Y avait-il des appareils qui pouvaient être utilisés pour mesurer une telle division artificielle de la journée? La réponse semble être oui. 2 instruments ont été utilisés à cette fin, la clepsydre et le gnomon. Les deux calculent les heures saisonnières, c'est-à-dire que les heures n'ont pas la même durée, 60 minutes, mais qu'elles changent avec la durée des périodes de clarté et d'obscurité. Donc, en été, on a des heures plus longues pendant la journée et plus courtes pendant la nuit, et en hiver, vice-versa. C'est très pratique pour choisir quand on veut travailler. Bien qu'il n'ait pas des horloges à eau survivantes de la région mésopotamienne, je vous montre ici la reconstruction d'une clepsydre égyptienne du temple de Karnak du bronze tardif, donc plus ou moins du temps quand aussi l'épopée de Gilgamesh a été rédactionnée. La plupart des preuves de l'existence des clepsydres proviennent pour la Mésopotamie dans des textes. Je vous montre ici une tablette, c'est le texte BM 29372 qui date de la fin de la période babylonienne et donne à 5 jours d'intervalle les poids indiqués par qui là de l'eau, donc le poids de l'eau correspondant à une certaine fraction de la nuit. Le texte présuppose l'année idéale de 360 jours et s'applique sans doute à une forme quelconque d'horloge à eau, bien qu'aucun nom ne se soit donné. Il se décrit lui-même comme un aru, un tableau mathématique. Plus important encore, ce texte décrit explicitement un rapport de la nuit la plus longue à la nuit la plus courte, comme étant de 3 à 2 en termes de poids. Il est en quelque sorte intermédiaire par rapport au texte sur les horloges à eau de la période antérieure du 7e siècle avant notre ère et aux textes mathématiques astronomiques, dans les mesures où l'argument reste le 360 jours de l'année idéale et où le rapport est pourtant de 3 à 2
pour la nuit la plus longue à la nuit la plus courte. Ce rapport dans ce texte du poids implique certainement une horloge dans laquelle le temps et le poids de l'eau étaient en proportion directe. Bien que la construction du chronométrage ait pu changer au fil du temps, il semble que les éléments de ce texte tardif favorisent notre proposition selon laquelle l'horloge à l'eau des temps précède fonctionnait également avec une hauteur de chute constante ou presque constante. Et je vais vous montrer ici en première place comment un texte tel décrit ce moment, ces poids de l'eau, les 15 jours de 12 août, des mois de 12 août, la flèche, le serpent et le lion deviennent visibles, donc ce sont des constellations. 4 minas, poids de l'eau, est une veille de jour et 2 minas est une veille de nuit. Plus schématique, on peut représenter ça comme ça, donc le 15e jour en rouge, la veille du jour est de 4 minas et la veille de la nuit est de 2 minas, et opposé, le 15e jour du mois de Teshrit en bleu, la veille du jour est de 3 minas et la veille de la nuit est de 3 minas. Donc on voit bien comme ce texte se move entre ces deux extrêmes de nuit et jour. Et à la droite, vous voyez le principe de la confluence de l'eau continuellement. Pour les cadrans solaires, il y a encore moins de sources. Contrairement aux horloges à eau, qui ne peuvent être utilisées que pour mesurer l'intervalle de temps, les cadrans solaires suivent le passage du temps entre le lever et le coucher du soleil par la direction et ou la longueur d'une ombre projetée par un gnomon. Voyez ça. La forme la plus élémentaire d'un cadran solaire est simplement un gnomon vertical qui projette une ombre sur une surface horizontale. L'ombre balaye de ouest en est au cours de la journée. Plusieurs textes mésopotamiens contiennent des schémas mathématiques permettant de déterminer la variation de la longueur de l'ombre projetée par un tel gnomon au cours de la journée en fonction de l'année et en fonction du lieu où on place cette horloge. Comme la longueur de l'ombre change rapidement lorsque le soleil est bas à l'horizon, au lever ou à coucher du soleil, mais change très peu lorsque le soleil est haut dans le ciel vers midi, il est évident que ces schémas ne peuvent pas être utilisés pour fabriquer un cadran solaire pratique. Des textes de Babylone datant de la fin de la période probablement séleucide, donc 3e au 1er siècle avant notre ère, semblent contenir des procédures pour la construction de plusieurs cadrans solaires plus compliqués mais plus utiles, mais on ne connaît aucun exemple de dispositif conservé. Espace-temps. Pour nous, ce concept d'espace-temps est surtout associé aux découvertes d'Albert Einstein. Le lien exact entre ces deux dimensions est décrit dans la théorie spéciale de la relativité. Mais déjà, bien plus tôt, il existe ce lien beaucoup plus pragmatique entre l'espace et le temps, un lien qui découle de l'expérience directe de l'homme. Les moments décisifs et la distance qui devient en même temps une mesure du temps. De Gilgamesh est dit dans le prologue de la première tablette, je cite, Urcha Rukta Ilikam, il est venu de loin. Mais ça veut dire pas seulement une longue route, mais aussi de loin dans un sens temporel, loin dans le temps, du passé de sa vie, du passé du monde. Et Utnapishtim est également décrit comme le lointain dans la ligne 42 et plus tôt. C'est-à-dire que ce mot akkadien, Ruktu, a la double signification de lointain dans l'espace
et les lointains dans le temps. Vous vous souvenez du premier mot du texte, Sha Nagba Imuru, c'est lui qui a vu les profondeurs du temps et les profondeurs de l'espace. Comment est-ce que se traduit dans la pratique mésopotamienne? L'année de l'année idéale des 360 jours n'était pas limitée à la sphère économique. Dans les sciences mathématiques, géométriques et astronomiques, cette année idéale est devenue la base d'un modèle, une théorie de l'espace-temps, pour ainsi dire. En assimilant l'année à l'orbite imaginaire des étoiles, l'année idéale correspond à la figure d'un cercle. Une année de 360 jours correspond aux 360 degrés du cercle. Le mouvement apparent des étoiles sur l'orbite circulaire de premier 1 degré correspond à un seul jour. Exactement le même type de non-exactitudes calculées, c'est-à-dire l'utilisation des nombres ronds presque idiots, avec lesquels un instrument de calcul a été créé des normes administratives, conduit à l'extension et à la formation d'un modèle illustratif pour les processus qui n'étaient et ne sont toujours que indirectement accessibles aux hommes. Même si, comme c'est souvent le cas, ni la théorie en tant qu'elle, ni le chemin de son émergence, de son développement ultérieur et de sa critique éventuelle n'ont été transmis sous forme de textes indépendants, le chemin de son application, c'est-à-dire l'histoire de ses effets, peut être retracé à travers le deuxième et le premier millénaire. Par exemple, un concept mathématique astronomique du déroulement des saisons est mis en œuvre dans un modèle relativement complexe et en même temps extrêmement abstrait. Il s'agit d'un type de texte qui est maintenant appelé 12 par 3, mais dans la littérature secondaire plus ancienne, il est appelé l'astrolabe. Les plus anciens textes connus de ce type est l'astrolabe B d'Achour de la bibliothèque, dite bibliothèque de Tiglath-Pileser, qui n'était pas une bibliothèque, mais c'est une autre discussion. Et c'est de date du XIIe siècle. Donc, c'est-à-dire autour de la même période quand on a créé la épopée de Gilgamesh. Dans l'astronomie babylonienne, le ciel étoilé est divisé en 3 zones appelées trajectoires ou sentiers. Les corps célestes au nord d'une déclinaison d'environ 17 degrés sont assignés à la trajectoire du dieu Enlil. Ceux des deux côtés de l'équateur, d'une déclinaison d'environ plus 17 degrés à moins 17 degrés, sont assignés à la trajectoire du dieu Anu, et les étoiles aux constellations au sud de ceux-ci sont dans la trajectoire du dieu Ea. 12 sections correspondant aux 12 mois de l'année idéale sont rattachées à l'une de ces voies, chacune avec une constellation ou une planète. Les textes de 12 par 3 qui ont été transmis sous 2 formes différentes, à savoir sous forme d'une liste et sous forme d'une graphique circulaire, ont apparemment servi à l'origine à aligner les différents cycles du calendrier. Au-delà, cependant, la structure idéale de l'année des 360 jours, avec ses sous-programmes réguliers, représente un système de coordonnées stables qui sert de cadre de référence pour une vérification systématique des horizons d'événements dans le domaine des phénomènes astronomiques. Ces textes et d'autres textes comparables ne sont pas seulement des techniques et des épistémologies mathématiques astronomiques de haut niveau. Ils symbolisent également le rôle du divin pour l'ordre temporel. En effet, le calendrier idéal établit un lien avec la théologie, ce qui n'est pas possible dans le domaine du calendrier administratif, et se concentre, dans le contexte du calendrier cultuel, sur les divinités mensuelles ou saisonnières. Les dieux Anu, Enlil et Ea sont considérés, du moins selon une théologie,
pas tout à fait sans importance de l'histoire mésopotamienne récente, comme la Trinité suprême du Panthéon, et ce sont eux qui, en tant que maîtres du temps, permettent à l'homme de gérer le temps en général. Cette idée est exprimée de manière sommaire dans l'introduction de la grande série de présages astronomiques avec l'incipit Enuma Anu Enlil, comment les dieux Anu, Enlil et Ea, dont le début remonte loin dans le deuxième millénaire. Je vous montre ici un pseudo-bilingue sumérien-acadien qui introduit la série. Donc, on a le texte sumérien qui n'est pas tout à fait identique à celui d'Akkadien, donc c'est pour ça que je lis tous les deux. Donc, texte sumérien dit « Quand Anu, Enlil et Ea, les grands dieux, ont décidé avec leur accord l'essence du ciel et de la terre, d'augmenter la barque du dieu Lune comme nouvelle lune, de faire naître le mois et de faire apparaître les signes du ciel et de la terre, la barque du ciel de sortir à l'intérieur du ciel pour être visible. » Ou plutôt le texte akkadien, comment Anu, Enlil et Ea, les grands dieux, dans leurs décrets établissant les desseins du ciel et de la terre, fixant les responsabilités des grands dieux, faisant naître le jour, renouvelant le mois pour la perception de l'humanité, ils ont chargé le dieu Shamash de la porte pour apparaître fidèlement dans le ciel et de la terre. Les motifs de l'ordre divin du temps trouvent sa forme la plus expressive dans le poème de la création qui était nommé comme un hôte, Enuma Elish, d'après ses paroles d'ouverture. Lorsque le dieu Marduk renouvelle le monde après la victoire sur les puissances du chaos, il reconstruit aussi les cieux. La section facile à comprendre est la situation de la lune dont ils disent « Il, donc Marduk, a créé Nanar, le dieu de la lune, à qui il a confié la nuit. Il a nommé joyau de la nuit pour fixer les jours et mois après mois, sans interruption, il a l'élevé avec une couronne. Au début du mois, c'est le commandement, brille sur les pays, brille avec des cornes pour déterminer 6 jours. Le 7e jour, la couronne sera à moitié pleine. Le 15e jour, dans la moitié du mois, s'oppose. Et quand le dieu soleil Shamash vous voit à l'horizon, partez sur les bons pas et brillez à reculons. Et le 29e jour, à l'approche du chemin du Shamash. Mais après avoir établi les résidences des 3 grands dieux, Anu, Enlil et Ea, Marduk installe le corps céleste visible de la terre au niveau de la plus bas des cieux et leur attribuer leur fonction qu'on se trouve, qu'on appelle l'élevé Eliak. Et Enuma Elish nous dit, voilà, il y fit occuper leur place à Anu, Enlil et Ea. Il aménagea leur station pour les grands dieux. Il y suscita en constellation les étoiles qui sont leurs images. Il définit l'année dont il traça le cadre et pour les 12 mois, il suscita à chacun 3 étoiles. Vous vous souvenez de 12 par 3. Quand de la suite de l'année, il eut ainsi tracé les plans, il fixa la station de la polaire, c'est le numéro, pour définir la cohésion des astres et afin que nul des eux n'ait commis faute ou négligence en son parcours, il établit juxte la dite polaire les stations d'Enlil et d'Ea. Sur la base des passages de la série Enuma Anu Enlil cités ci-dessus, ainsi que des théories qui sous-tendent les 12 par 3, il devient plausible que la mécanique céleste décrite dans Enuma Elish, dans un contexte mythologique, renvoie à un modèle de pensée très similaire. Une rationalisation et une mise en forme des idées correspondantes auraient pu avoir lieu dans les derniers tiers du 2e millénaire, une période de production intensive de textes,
notamment dans le domaine de la littérature scientifique. Et cette période est à son tour considérée comme la date hypothétique de compilation de Enuma Elish. Le fait que ce concept soit exprimé dans différents types de textes indique l'élan intellectuel massif qui a pu lui être associé. Par l'intégration des rythmes naturels dans les principes de l'ordre cosmique, c'est ce que commence ici, effectif dès les débuts, l'ordre temporel et la temporalité qu'il représente indirectement font partie de ces modèles du monde. Si ces genres de textes, après tout, ce sont principalement des textes littéraires, ne nous convainquent pas de l'existence d'un premier concept d'espace-temps en Mésopotamie, alors peut-être que cette petite tablette d'argile est intéressante pour vous. Il s'agit, comme l'a montré récemment Mathieu Ossendriver, d'un calcul de déplacement d'un corps céleste le long de l'espace-temps. L'idée de ce type de calcul remonte généralement à l'Europe du XIIIe siècle de notre ère. Ossendriver a montré que dans 4 tablettes cunéiformes de Babylone, le déplacement de Jupiter le long de l'écliptique est calculé comme la surface d'une figure trapézoïdale obtenue en dessinant son déplacement quotidien par rapport au temps. Donc ça ne marche pas sans un concept du temps. Cette interprétation est due à une tablette récemment découverte sur laquelle le même calcul est présent dans une formulation arithmétique équivalente. Ces tablettes datent de 350 à 50 avant notre ère et les procédures trapézoïdales constituant la première preuve de l'utilisation des méthodes géométriques dans l'astronomie mathématique babylonienne qui était jusqu'alors considérée comme fonctionnant exclusivement avec des concepts arithmétiques. Enfin, pour conclure, revenons encore une fois à l'épopée de Gilgamesh. Dans cette conférence, nous nous sommes intéressés au temps comptable, à la manière dont les motifs de l'ordre du temps, de la gestion du temps, est introduit dans ce grand texte. Des simples mots comme jour et nuit deviennent soudain des éléments centraux dans la lecture du temps. C'est sur eux qu'ils ont mesuré le statut d'activité appropriée et qui ne l'est pas approprié. L'élément temps est mis en œuvre dans la société via le concept de la performance, un signe visible, le système chronométrique. En ce sens, l'histoire de Gilgamesh est aussi un défi pour trouver le bon équilibre dans l'utilisation du temps. L'homme semble maîtriser le temps en le gérant, mais en fin de compte, ils se trompent eux-mêmes sur le temps qui passe et sur le droit de les contrôler. Ils ne veulent rien d'autre que de contrôler le temps, et le leitmotiv de l'épopée de Gilgamesh est de renforcer le fait que les humains ne contrôlent pas le temps. Parce que dans la deuxième tablette, on dit, et je cite pour finir, « Les jours des hommes sont comptés, tout ce qu'ils parcourent, ce n'est que du vent. » Merci beaucoup.